Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodriguez. Cette semaine, le président Emmanuel Macron va tenter de naviguer dans la tourmente politique et économique de la Nouvelle-Calédonie. Avec d'une part les tensions persistantes autour de l'indépendance de l'île et d'autre part les sérieuses difficultés économiques de l'archipel, la laissant en proie aux ambitions expansionnistes de la Chine. La crise politique et économique qui secoue la Nouvelle-Calédonie, combinée à l'influence grandissante de la Chine, crée une complexité dans laquelle le président Macron devra naviguer lors de sa visite sur l'île cette semaine. Sur place, 3 référendums successifs sur la question de l'autodétermination ont rejeté l'indépendance du territoire français du Pacifique. Le dernier référendum de 2021 boycotté et contesté par les indépendantistes du FLNKS a conduit à une crise politique. Aujourd'hui, les indépendantistes, tout en acceptant d'ouvrir le dialogue, lient la question institutionnelle à la reconnaissance des impacts négatifs de la colonisation sur la population kanak et attendent des réparations et la résolution des problèmes liés à l'identité kanak et au contentieux colonial. En face, les loyalistes comme Virginie Ruffnac et Gilles Brial attendent notamment l'ouverture de discussions trilatérales à Paris et une réforme institutionnelle significative. Par ailleurs, alors que la Nouvelle-Calédonie connaît des difficultés économiques majeures, avec un taux d'endettement dépassant les 200%, l'éventualité d'une indépendance offre à la Chine, principal acheteur du nickel calédonien, l'opportunité d'étendre son emprise économique sur l'archipel. L'IRSEM et d'autres experts mettent en évidence la stratégie de soft power de la Chine, qui consiste à influencer l'économie et la politique de la Nouvelle-Calédonie par des moyens discrets et efficaces, tels que le financement de partis politiques, de think tanks, de décideurs publics, de chercheurs et de leaders d'opinion. Philippe Comès, député de la Nouvelle-Calédonie, a déclaré, je cite, « Demain, la Chine sera présente pour proposer ses services, mais à la sortie, on sait que ces services, ça a un prix. » Le séjour de Macron en Nouvelle-Calédonie, dans un contexte de crise institutionnelle et d'intérêt géopolitique majeur, s'annonce délicat. En équilibre sur le fil de la politique intérieure et de l'influence extérieure, l'enjeu majeur de la visite de Macron sera d'apporter des réponses convaincantes qui soient en mesure de contrer l'influence croissante de la Chine et de créer une vision d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie. Y aura-t-il une autre pandémie ? Selon l'OMS, la réponse est oui, et selon cette même organisation, cette pandémie sera plus meurtrière que le Covid. Pour se préparer, les États membres de l'OMS ont décidé de commencer à rédiger un nouveau traité contraignant sur la préparation à la pandémie. Mais certains législateurs et experts juridiques du Royaume-Uni et des États-Unis s'opposent à l'idée de céder la souveraineté nationale à un petit groupe de fonctionnaires de l'OMS. Un reportage de NTD signé David Vives. Environ 3 ans et demi après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie de Covid-19, l'une des dernières mesures mises en place, le passeport vaccinal numérique qui permettait de voyager, a pris fin le mois dernier. Mais pour le directeur général de l'OMS, il est temps de se préparer à la prochaine pandémie. Au début de l'année, les États membres de l'OMS ont décidé de mettre à jour le règlement sanitaire international de l'OMS afin de mieux faire face aux urgences sanitaires. Ce règlement décrit la manière dont les pays se préparent et réagissent aux flambées de maladies. En outre, l'organe décisionnel de l'OMS a commencé l'année dernière à rédiger un traité international sur la prévention et la préparation aux pandémies. Ce traité devrait modifier radicalement les systèmes de santé des pays membres à partir de 2024. Certains experts craignent que ce traité ne confère à l'OMS des pouvoirs sans précédent. L'OMS aura aussi un pouvoir supérieur par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, parce qu'une nouvelle notion de potentiel impact a été introduite dans les textes internationaux. Et cette notion de potentiel impact n'est pas clairement définie au niveau sanitaire, médical, pas clairement définie non plus au niveau juridique, et il n'existe pas de contre-pouvoir politique ou administratif. Selon Gauthier, l'OMS aura également le pouvoir de choisir certains médicaments ou traitements médicaux, d'en soutenir la production et d'en imposer l'utilisation. Elle aura également le pouvoir de prendre certaines décisions politiques. On pourra par exemple exiger la preuve des examens médicaux, limiter les déplacements, confiner les gens chez eux, exiger des vaccinations, exiger un pass numérique vaccinal, pour passer les frontières ou autres. Et donc il aura un pouvoir quasi absolu. En fait, la souveraineté démocratique des peuples en matière sanitaire sera, pour ainsi dire, pulvérisée. L'élaboration du traité sur la pandémie a fait l'objet d'un examen minutieux dans certains pays membres. Au Royaume-Uni, une pétition ayant recueilli plus de 150 000 signatures
a demandé au gouvernement de ne pas signer le traité, à moins qu'un référendum public ne soit organisé. Aux États-Unis, 17 sénateurs républicains ont déposé en février un projet de loi visant à protéger leur pays de la portée du traité. Selon Gotti, l'une des principales préoccupations est que le traité puisse passer outre les législations des États membres. Il sera de force contraignante, donc ça s'imposera aux États, et ainsi que le règlement sanitaire international qui, lui, s'imposera directement également aux individus, à toute entité, personne physique ou morale, même les administrations, les sociétés, puisque ça aura un effet d'application immédiate au droit. Selon Gotti, le traité, combiné aux mesures mises à jour, imposera les politiques de l'OMS aux personnes. Vis-à-vis de ces autres entités. C'est pour ça d'ailleurs que le traité pandémie a été doublé avec le règlement sanitaire international, parce que un traité n'impose d'obligation que vis-à-vis des États. Là, vous aurez tout le monde, avec le règlement sanitaire international qui reprend en gros les mêmes principes que le traité. Selon Gotti, il est possible que certains États membres refusent de mettre en œuvre certains articles du traité ou de le signer. Mais à ce stade, il voit peu de chances de voir une large opposition parmi les pays membres. David Vives, NTD Actualité. Et le principal exportateur de céréales d'Ukraine survit à la guerre grâce à la décision de son fondateur et ancien PDG. Celui-ci avait investi dans une voie d'exportation via le Danube des années avant l'invasion russe. Avant même que le marché des céréales ne soit suspendu, le deuxième plus long fleuve d'Europe était en effet devenu la principale voie d'exportation. Nibulon est le plus grand exportateur de céréales d'Ukraine. L'entreprise a investi dans la logistique pour se doter d'une capacité de transport fluvial, d'une flotte et de son propre chantier naval il y a plusieurs années avant l'invasion russe. Mon père a décidé d'investir dans d'autres voies d'exportation. Il s'est rendu dans différents pays et a vu la possibilité d'investir dans ce que l'on appelle aujourd'hui les voies de solidarité sur le Danube. Le Danube est devenu la principale voie d'exportation de Nibulon après l'invasion russe et le blocus de la mer Noire. La société transporte près de 200 000 tonnes de céréales par mois sur le deuxième plus long fleuve d'Europe. Cette part a augmenté de près de 80% par rapport au volume qu'elle expédiait sur la mer Noire dans le cadre de l'accord sur les céréales. En tenant compte de cela, nous avons décidé d'opter pour un itinéraire logistique plus coûteux, mais plus sûr. Cependant, 15 années d'investissement le long du fleuve Dniepr qui traverse l'Ukraine ont été anéanties par la destruction du barrage de Kakhovka le mois dernier. Par ailleurs, si une voie d'eau est asséchée, cela signifie l'arrêt du transport. L'ensemble du système de transport et de navigation ne sera reconstruit que lorsque le barrage de Kakhovka sera reconstruit et rempli d'eau. Avec l'augmentation du niveau de l'eau, la navigation pourra reprendre. C'est un processus très long. La Russie a suspendu l'accord sur la mer Noire qui permettait le passage en toute sécurité des exportations de céréales. Les exportateurs de céréales doivent désormais emprunter d'autres itinéraires. Selon le PDG, cette situation entraînera une hausse des prix de la logistique et du transport pour les agriculteurs, ce qui aura pour effet de freiner la production ukrainienne. Ce n'est pas le moyen le plus efficace d'exporter, et les agriculteurs en seraient pénalisés. C'est pourquoi ils produiront moins, et Nibulon serait perdant à long terme, parce que l'Ukraine produirait moins. Avant la guerre, Nibulon employait 6 000 personnes. L'entreprise a perdu 40% de ses effectifs parce que ses employés ont fui le pays, ont servi dans l'armée ou ont été tués. Certaines de ces terres sont occupées par la Russie ou parsemées de mines. Le PDG a également perdu ses parents lors d'un tir de missile russe en juillet dernier. Et le directeur de la CIA, William Burns, a comparé l'invasion de l'Ukraine par la Russie à la situation de Taïwan. Il a déclaré que le conflit actuel avait amené Pékin à reconsidérer une éventuelle invasion de l'autre côté du détroit. Aujourd'hui, le président Xi et les dirigeants de l'Armée populaire de libération doutent qu'ils puissent réussir une invasion totale de Taïwan à un coût acceptable pour eux. Et je pense qu'aucun dirigeant étranger n'a prêté plus d'attention à l'expérience de Poutine en Ukraine que le président Xi dans ses réflexions sur Taïwan. Burns s'exprimait lors d'un forum sur la sécurité dans le Colorado.
Selon le chef de la CIA, Washington a appris par les services de renseignement que Xi Jinping avait ordonné à ses troupes de se préparer à une invasion de Taïwan d'ici 2027. Burns a déclaré que l'expérience de Poutine donnait des sueurs froides aux dirigeants chinois. Il a qualifié l'Ukraine d'exemple de contre-attaque réussie par une armée plus petite. Les batailles ont également mis en évidence les failles des systèmes d'armement russes. Burns a souligné le soutien unanime de l'Occident à l'Ukraine, malgré certaines pertes économiques dues aux sanctions imposées à la Russie. Et non loin de Taïwan, le plus grand entraînement militaire jamais organisé par les forces américaines et australiennes est en cours. Ce jeu de guerre s'accompagne d'un message aux adversaires. Je pense que le message le plus important que la Chine peut tirer de cet exercice et de tout ce que nos alliés et partenaires font ensemble, c'est que nous sommes extrêmement liés par les valeurs fondamentales qui existent entre nos nombreuses nations et que nous sommes prêts à opérer ensemble pour défendre nos intérêts de sécurité nationale et les valeurs fondamentales que nous partageons, tous en tant que pays occidentaux et non occidentaux travaillant ensemble. Des officiers militaires des deux pays se sont exprimés à bord de l'USS Canberra, amarré dans le port de Sydney. Ils ont affirmé l'engagement des deux alliés à entretenir des liens stratégiques forts. Les responsables australiens de la défense ont déclaré qu'ils suivaient un navire chinois au large de la côte orientale du pays. Ce navire surveille probablement les exercices, mais les responsables ont assuré que la présence de navires chinois n'était pas rare. L'exercice, connu sous le nom de Talisman Sabre, implique plus de 30 000 personnes de 13 pays. Cette année, l'événement se déroule du 22 juillet au 4 août. Comment la stratégie américaine dans l'Indo-Pacifique façonne-t-elle la dynamique mondiale? Et quel rôle joue la Chine dans cette région? Deux fonctionnaires de Washington ont évalué la situation la semaine dernière. La Brookings Institution a accueilli jeudi deux responsables de l'administration Biden qui ont discuté de l'importance stratégique de l'Alliance Indo-Pacifique. Nous pensons qu'une grande partie de l'histoire du XXIe siècle s'écrira dans la région Indo-Pacifique. La sécurité et la prospérité future de l'Amérique sont inextricablement liées au développement de cette région importante. Dan Crittenbrink est secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique. Il a indiqué que les États-Unis s'engageaient à renforcer les partenariats dans la région Indo-Pacifique afin de faire respecter l'ordre international fondé sur des règles. Crittenbrink a indiqué que la Chine reste un défi pour la sécurité régionale et que le meilleur moyen de surmonter cet obstacle est de renforcer les alliés. Nous avons une stratégie régionale dont la Chine fait partie, mais pas l'inverse. Nos alliés et nos partenaires ont une valeur intrinsèque pour nous. C'est là-dessus que se concentreront nos efforts dans toute la région. La Chine a récemment intensifié son agression dans la région Indo-Pacifique. En mai dernier, un avion de chasse chinois a effectué une manœuvre dangereuse en direction d'un avion américain. Selon le commandement américain de la région Indo-Pacifique, cette manœuvre a contraint l'avion américain à voler dans les turbulences de son sillage. Sur le plan de la défense, Ellie Ratner, secrétaire adjointe à la défense pour les affaires de la sécurité Indo-Pacifique, a déclaré que Washington travaillait en étroite collaboration avec l'Australie et le Royaume-Uni. Le sous-marin nucléaire à armement conventionnel pour les Australiens, sur lequel nous travaillerons également de manière trilatérale avec le Royaume-Uni. Nous avons pris une décision sur la voie optimale à la fin de la période de consultation de 18 mois et ce travail est en cours. En ce qui concerne la prochaine action de Washington dans la région Indo-Pacifique, le secrétaire d'État Anthony Blinken a prévu un voyage de 5 jours dans la région cette semaine. Il prévoit de visiter les îles Tonga, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Sam Wang, NTD Actualité. Et aux États-Unis, les principales entreprises d'intelligence artificielle s'engagent à mettre en place de nouvelles procédures de sécurité, notamment des tests par des tiers et l'utilisation de filigranes. L'engagement intervient alors que le Congrès et la Maison-Blanche élaborent une réglementation complète pour le secteur de l'IA en pleine expansion. 7 entreprises ont accepté de soumettre leur nouveau système à des tests externes avant de les rendre publics. Le contenu généré par les systèmes d'intelligence artificielle sera également clairement étiqueté, afin de lutter contre la fraude et la désinformation. Les entreprises signataires sont Microsoft, Google, Amazon, Meta, OpenAI, Anthropic et Inflection. Le président Biden a reçu vendredi les dirigeants de ces entreprises à la Maison-Blanche. À noter que cet engagement est volontaire et qu'il n'est pas prévu de contrôle pour s'assurer que les entreprises respectent leurs engagements. L'un des pirates informatiques les plus célèbres de l'histoire de la cybersécurité vient juste de décéder. Selon une nécrologie publiée, Kevin Mitnick est décédé dimanche 16 juillet après un combat contre le cancer du pancréas. Plusieurs films auraient été inspirés par ces piratages légendaires, notamment War Games avec Matthew Broderick.
Son histoire de piratage remonte à son adolescence, lorsque Kevin Mitnick a été accusé d'avoir réussi à pirater les systèmes informatiques du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Il avait nié ces accusations. Il est allé en prison pour avoir volé $1 million de logiciels propriétaires à une société d'équipement numérique en 1988. Il a également été accusé de s'être introduit dans les systèmes d'entreprises et d'établissements d'enseignement au fil des ans. Mitnick est finalement devenu un hacker white hat ou éthique. Il a utilisé son expertise pour aider les entreprises à stopper les tentatives de piratage. Kevin Mitnick avait 59 ans. Et avant de se quitter, nous vous emmenons en Italie, au cœur d'un musée situé sur un site classé au patrimoine de l'UNESCO et qui met à l'honneur la soie. La ville de San Leuccio était autrefois un lieu prospère pour l'industrie de la soie. Mais elle se bat pour maintenir la tradition en vie. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus. Le tissage de la soie à San Lucio, une chose historique dirigée par les Bourbons, est terminé. Il n'y a plus rien. Quelques petites boutiques ici et là, mais rien d'important. À la fin du XVIIIe siècle, le roi Ferdinand IV de Naples fait construire une station estivale. Il choisit San Leuccio qui se trouve à proximité du palais royal. Il baptise ce lieu de villégiature le palais du Belvédère. Après la mort prématurée de son fils, le roi décide de transformer la station de San Leuccio en usine de soie. Il a construit une petite ville de 3000 habitants à l'époque. Et tous ces habitants étaient impliqués dans le commerce de la soie. Les ouvriers recevaient de bons salaires, étaient logés et bénéficiaient d'une éducation gratuite. Les femmes bénéficiaient également des mêmes privilèges que les hommes. Aujourd'hui, les nombreuses salles de la station constituent un musée de la soie. Les visiteurs sont invités à découvrir l'importance historique de l'industrie de la soie. Andrea Sabelli dirige l'une des rares exploitations de soie encore existantes. Sa salle d'exposition se trouve à proximité du palais. Nous fournissons des palais dans le monde entier, comme la Maison Blanche à Washington ou comme le Kremlin. Assunta Pellino vient d'une famille de tisserands. Elle a également été tisserande toute sa vie. Eh bien, mes 2 fils, n'ont pas continué la tradition familiale, malheureusement, parce que les jeunes d'aujourd'hui cherchent quelque chose d'autre. L'un est allé à Sienne, il a quitté la ville, et l'autre est charpentier, ce qui le passionne. Mais la tradition s'arrête là, malheureusement. Elle n'a pas continué. Même si la plupart des fils de soie brute proviennent aujourd'hui de Chine, Sabelli affirme qu'ils sont toujours teints et tissés à San Leuccio. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.ganjing.com/fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Demain, c'est Gabriel Etchepperboard qui reprend le flambeau. Quant à nous, on se retrouve mercredi soir. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.